Bonjour Ziad, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Ziad, tu es politologue et tu as notamment écrit deux ouvrages aux éditions Actes Sud dans ces dernières années qui ont trait à ce dont on va parler dans cette interview. C'était Dans la tête de Bachar el-Assad que tu as publié en 2018 et Syrie, la révolution orpheline que tu avais publié quelques années auparavant. Si je t'ai invité, c'est bien sûr parce que la Syrie connaît une accélération de son histoire, j'ai envie de dire, avec notamment le départ de Bachar el-Assad, son exil forcé a priori à Moscou, et la prise par des rebelles, la reprise, on va dire, ou la prise de différentes villes, dont la capitale, Damas, depuis ce week-end. Ma première question, elle est toute simple. Après, on reviendra sur les raisons pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais qui, aujourd'hui, a fait chuter Bachar el-Assad? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont mené à sa chute. Il y a les facteurs internes qui sont très importants. C'est un régime qui n'a depuis très longtemps plus de base sociale entre la corruption, l'économie mafieuse, le fait que l'arrogance de quelqu'un qui a un pouvoir absolu et qui a été protégé pendant des années par les Iraniens et les Russes. Les Iraniens ont commencé leur intervention à travers leurs alliés en 2012, les Russes à partir de 2015. Il a considéré que il est là, il va rester, et en comptant sur Moscou et Téhéran, l'armée syrienne a été presque abandonnée. Les soldats sur les fronts sont souvent des jeunes euh, qui font le service militaire obligatoire, donc qui sont très peu payés, qui sont de classe pauvre et qui ne sont pas prêts à tuer, à se faire tuer juste pour le défendre, à un moment où, de l'autre côté, les opposants, qui ne sont pas hétérogènes politiquement, qui viennent de différents backgrounds, sont souvent les enfants des villes et des villages desquels ils ont été châtés par Bachar al-Assad lui-même, par les Russes, par les Iraniens, durant les années du conflit, et qui étaient acharnés, qui voulaient rentrer chez eux, appuyés par la Turquie dans le nord, et puis profitant du fait que le Hezbollah libanais qui soutenait Assad, par exemple, s'est replié vers le Liban à cause de la guerre israélienne, que les Russes concentrent aujourd'hui leur puissance de feu et leur aviation en Ukraine et ne sont plus présents en Syrie. Tout cela a accéléré l'histoire, comme tu disais, a fait que en 10 jours à peu près, et après des défaites militaires dans le nord et le centre du pays, il y a aussi les gens dans le sud, autour de Damas, qui se sont soulevés. Donc, une articulation ou une relation entre des personnes qui se sont soulevées, des sociétés locales qui se sont soulevées et des combattants, Damas finalement est tombé et le régime a, a juste s'est effondré et Bachar a pris la fuite. Alors, tu as parlé de l'hétérogénéité on va dire, la coalition de rebelles. Tu as dit un truc intéressant, tu as dit la chose qui motive le plus finalement ces rebelles, c'est leur volonté de rentrer chez eux. Pour autant, à l'intérieur de ces différentes factions qui se sont un peu plus ou moins coordonnées notamment pour faire chuter Bachar al-Assad, il y a des gens qui ont des objectifs politiques et des agendas politiques. Je pense notamment à celui qu'on présente un peu comme l'homme fort d'une de ces factions, mais celui qui a réussi un peu à réunir, on va dire, toutes ces différentes factions, c'est Abu Mohamed al-Julani, euh, qui lui vient plutôt de la mouvance Al-Qaïda, qui a un peu, comment on dit, édulcoré son discours pour pouvoir ramener sous Oui, son boisseau des gens très différents. oui. Alors, absolument. Il y a une nécessité peut-être de clarifier cette question. La majorité des combattants, et probablement la totalité même, on peut dire, des combattants, il y a des exceptions et on pourra les évoquer. La majorité des combattants, qu'ils soient avec un background, avec un bagage idéologique islamiste, dans certains cas avec un passé djihadi, ou que ce soit des jeunes pieux qui sont souvent issus de la campagne syrienne, de classes défavorisées économiquement et socialement, et puis
des classes qui ont été massacrées parce qu'en Syrie, la violence a vidé en partie les pauvres, les pauvres, je parle économiquement et socialement, car ils ne suscitent pas la même sympathie et car leur image telle qu'elle circule les montre conservateurs, ils ne ressemblent pas à tout ce qui est considéré comme moderne. Donc ces gens-là, avec tout leur bagage culturel, social et idéologique, sont des enfants de villes et de villages desquels ils ont été chassés. Même Abu Muhammad al-Joulani, il est originaire de Daraa, une ville dans le sud qui a connu le début de la révolution et là où des enfants ont été torturés parce qu'ils avaient écrit sur les murs que ça va être le tour de Bachar al-Assad. On était dans le contexte de 2011 et des révolutions arabes. Maintenant, cette alliance hétérogène a connu des mutations durant les dernières années. Il y a un facteur générationnel. C'est des enfants, par exemple, qui avaient 6 ans ou 7 ans ou 10 ans quand ils ont été déportés de leur région à Alep, à Hama, à Homs, à Daraya, dans les routes de Damas, et qui sont des combattants aujourd'hui de 17, de 18 ans. L'identité musulmane, elle est présente, elle est ancrée dans leur culture. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous islamistes, loin de là, parce que les islamistes portent un projet politique qui transforme l'islam non seulement en une identité spirituelle, sociale, mais en plus en un projet de gouvernance. Donc il y a des islamistes, oui, il y a des musulmans pieux, oui, il y a des jeunes qui veulent juste rentrer chez eux, oui, et il y a cette force disciplinée que dirige El Joulani, qui lui-même faisait partie de Al-Qaïda et qui a été se battre contre les Américains durant l'occupation américaine de l'Irak après 2003, et c'est là-bas où il a croisé le chemin de djihadistes. Il a fait une rupture au sein de la mouvance djihadiste déjà en 2013-2014, quand Baghdadi émergeait et créé le califat ou l'État islamique. Joulani a quitté et est resté proche de Zawahiri, de Al-Qaïda. Et puis, à partir de 2015-2016, il a fait sa rupture aussi avec Al-Qaïda et il a décidé de reprendre un peu plus l'identité syrienne. Juste pour distinguer entre djihadistes et islamistes. Les djihadistes, en général, sont des islamistes, mais non concernés par la territorialité des causes, des luttes, ni par leur temporalité. C'est pour ça qu'ils peuvent se battre sur tous les fronts, partout dans le monde. Ils peuvent mener des attaques, commettre des crimes. Donc, ils ne sont pas dans une configuration territoriale. Joulani a décidé à partir de 2015-2016 que son seul territoire de combat est la Syrie, que son identité syrienne prend, si vous voulez, elle redevient l'identité de combat et l'identité de la géographie de ce combat-là, et des mutations au sein de son organisation se sont poursuivies et ont continué avec une nouvelle génération qui n'a jamais été dans le djihad, mais plutôt des jeunes, 18, 19 ans. L'ancienne génération djihadiste a soit été souvent liquidée, des assassinats, les combats, et donc ils ne sont plus dans la colonne vertébrale de cette organisation-là, ce qui lui permet un peu plus de marge de manœuvre, d'autant plus qu'il a des ambitions politiques. Ayant des ambitions politiques, il est devenu de plus en plus pragmatique pour pouvoir rassurer, pour pouvoir contacter des puissances régionales comme la Turquie, par exemple, puisqu'il est dans le nord, il est à proximité des Turcs, donc il avait besoin de leur aide logistique au niveau du renseignement, ce qui fait qu'il a changé lui-même. Est-ce qu'il est sincère? Je ne le sais pas. Est-ce que la sincérité de Joulani est ce qui est de plus important aujourd'hui en Syrie? Non. Ce qui est le plus important en Syrie aujourd'hui, c'est la chute d'un régime qui est à Damas depuis 1970. 54 ans de régime assadien qui a emprisonné des centaines de milliers de Syriens de toutes tendances politiques confondues et même des gens juste soupçonnés d'être anti-régime, qui a massacré déjà la ville de Hama en 1982, qui a, durant cette révolution qui s'est transformée en guerre, tué plus de 500 000 personnes, qui a déplacé
14 à 15 millions de personnes aujourd'hui entre réfugiés à l'extérieur et déplacés internes, qui a transformé l'espace carcéral en un espace d'industrie de la torture et de la mort, qui a utilisé le viol et les agressions sexuelles comme un instrument pour soumettre et écraser la société et installer le crime dans le temps, qui a occupé le Liban, qui a attaqué les camps de réfugiés palestiniens en Syrie comme au Liban pour contrôler la politique des fractions pardon, des organisations palestiniennes. Donc c'est un régime qui a tenté à travers la violence pendant plus d'un demi-siècle de contrôler la Syrie et l'espace carcéral de la Syrie aujourd'hui est ce qui le représente le plus. Si tu me permets, juste entre parenthèses, ce même régime-là, qui a été dans toute forme de violence et de guerre et de barbarie, comme l'avait qualifié déjà en 82-83 un chercheur français, Michel Seurat, qui plus tard va être tué au Liban à cause de ses écrits sur ce régime. Euh, Ce régime-là a toujours utilisé des logiciels pour tenter de communiquer avec des tendances politiques dans le monde différent, notamment un logiciel anti-impérialiste qui prétend faire face aux impérialistes américains, qui refuse de normaliser avec l'occupation israélienne, qui te prétend toujours dans une posture de résistance. Et malheureusement, ça marche dans certains milieux qui occultent la société syrienne, qui par culturalisme et parfois, j'ose dire même par racisme de gauche, ne voient pas les gens et les millions de personnes qui subissent toutes les injustices du monde et se contentent d'une géostratégie fantasmée, d'une géostratégie médiocre pour dire que finalement c'est un régime résistant, il faut le protéger, car face à lui, il y a Al-Qaïda, il y a les Américains, il y a les sionistes, etc. Ça, c'est un discours qui, pour les Syriens, non seulement les humilie parce qu'ils ne les voient pas, parce que leurs vies ne sont pas considérées comme des vies humaines, mais en plus qui soutient celui qui les écrase, père et fils, Assad père et Assad fils, au nom de luttes qu'ils n'ont jamais menées. Ni ils ont combattu Israël pour libérer la Palestine, ni ils ont combattu les Américains pour faire face à l'hégémonie américaine qui est une réalité et une menace dans la région. D'ailleurs, ils ont envoyé leur armée en 1991 sous la direction américaine pour attaquer l'Irak qui avait envahi le Koweït. Donc, c'est un régime qui parle à la gauche d'un côté, qui parle à ceux qui aiment les looks modernes d'un président et son épouse charmante qui viennent faire les marchés aux Champs-Élysées, et un contraste s'établit avec une société conservatrice, des femmes voilées, des enfants qui courent pieds nus, qui nous ne ressemblent pas. Donc, on sympathise avec cette élite syrienne qui monopolise le pouvoir et qui massacre les gens. Ils font peur de tout ce qui est musulman et islamiste pour chercher aussi chez les xénophobes et les islamophobes une sympathie. Et il parle d'un nationalisme arabe, étant donné que Damas, historiquement, a été l'un des cœurs battants du nationalisme arabe, pour essayer de séduire certains dans la région qui soit sont nostalgiques d'un passé perdu, soit qui sont pro-palestiniens, et évidemment qu'il faut l'être quand les Palestiniens sont eux-mêmes écrasés par l'occupation israélienne et aujourd'hui par le génocide israélien. Mais ce régime-là a utilisé toutes sortes de logiciels pour séduire afin de pouvoir s'éternaliser au pouvoir et écraser les Syriens et les Syriennes qui restent, eux, le cœur du sujet, beaucoup plus que toutes les causes et les instrumentalisations de ces causes. Euh, tu as utilisé beaucoup de mots, de concepts pour parler du moteur en fait de cette rébellion contre le Assad père et Assad fils. Il y a un mot que tu n'as pas utilisé. Je comprends que les différentes organisations qui ont amené à la chute de Bachar el-Assad l'ont
leur objectif principal, c'était de faire tomber Bachar al-Assad. Mais quelles sont aujourd'hui les voies pour la démocratie Oui, syrienne? Ce que je veux dire, c'est que est-ce que tout à fait. en voulant faire tomber Bachar el-Assad, il y avait aussi cette question de redonner des couleurs, redonner une existence à la démocratie syrienne, ou c'est une question qui n'était pas du tout abordée par le peuple syrien en colère, en révolution. Non, cette question a été abordée déjà dans les années 70 par des intellectuels syriens. Elle a été abordée également dans les années 80 par la gauche syrienne, par des libéraux syriens qui ont fini soit en prison, soit en exil. Elle a été abordée de nouveau dans les années 90. Dans les années 2000, il y a eu ce qu'on avait appelé 2000-2001 le printemps de Damas, quand des intellectuels ont demandé la reprise des libertés publiques, la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés, la fin de l'état d'urgence qui, en Syrie, impose une mort politique et un contrôle du champ et du temps politique. Ça a été utilisé de nouveau en 2005 et tous ceux qui avaient signé les déclarations ont fini en prison. En 2011, quand la révolution syrienne a éclaté, son moteur était la démocratie, était la transition démocratique. Mais avec la violence, avec la guerre, avec les interventions, il est vrai que l'agenda démocratique a reculé et ce sont des agendas plus identitaires qui ont commencé à faire surface parce que pour les gens qui étaient sous la mort, l'islam est paru parfois comme une ceinture de sécurité. La métaphysique prend le dessus. On a besoin de se sentir protégé par un Dieu puisque le monde nous a abandonnés. On a besoin de penser qu'un jour on va se retrouver ailleurs si dans ce monde terrestre on a été écrasé. Donc, il est vrai qu'il y a eu un recul par rapport au slogan démocratique. Mais si vous lisez maintenant, par exemple, les intellectuels syriens, les activistes et les militants de la première heure, qui sont soit dans des camps de réfugiés au Liban, en Turquie, en Jordanie, ou qui sont des réfugiés dans des capitales européennes, ou même qui sont restés en Syrie malgré toutes les difficultés et tous les dangers, il y a toujours un potentiel très important du projet démocratique que Assad a surtout visé quand il a mené les assassinats ciblés dans certains cas contre des jeunes ou contre des moins jeunes qui portaient ce potentiel démocratique tout en favorisant les identités plutôt conflictuelles sur le sol syrien afin de pouvoir les manipuler et les instrumentaliser. Donc la question démocratique, elle est là. Est-ce que les combattants la portent en eux? Je ne le pense pas, honnêtement. En tant que priorité, ils étaient dans une logique de survie, puis dans une logique de retour chez eux. Certains ont une maturité politique, d'autres ont des projets de remplacer Assad par leur pouvoir, mais tout va se jouer maintenant dans le champ des possibles. Ce qui existait sous Assad, c'est juste une dictature violente, sans des possibilités, ni démocratiques, ni moins démocratiques. On était dans une logique d'écraser une société et la société était dans une logique de survie et d'essayer de s'accommoder ou de normaliser avec une violence quotidienne. Maintenant, je pense que les luttes démocratiques, islamistes, est-ce qu'il peut y avoir des compromis, des réconciliations entre différents courants, différents partis clandestins ou venant de l'extérieur, donc des Syriens de la diaspora ou de l'exil? Tout cela est possible. Il y a énormément de risques. Ça peut nous surprendre positivement, comme ça peut aller vers des affrontements, vers une lutte de pouvoir. Mais dans un sens, il y a le retour du politique en Syrie aujourd'hui et il y a le retour du temps politique qui a été longtemps confisqué par les prisons assadiennes, les statuts de Assad père et fils, qui, on voit aujourd'hui, sont enfin tombés, exactement comme le mur de la peur qui est tombé.
J'ai une dernière question, Ziad. T'en as un peu parlé, mais c'est vrai que toute la région autour de la Syrie est aujourd'hui un peu en ébullition. Quelles conséquences, quels bouleversements la chute du régime Assad pourrait avoir sur ce qu'il se passe en Iran ou en Russie, où Oui. c'était les alliés traditionnels de Bachar al-Assad, mais même avec ce qui se passe en Israël ou avec la question turque, puisque les Turcs ont participé, ont aidé aux rebelles et aux révolutionnaires pour faire tomber le régime d'Assad. Comment est-ce que tu vois Oui. l'évolution voilà, de cette région du monde? Premièrement, par rapport à la Syrie même, il va y avoir aujourd'hui un grand défi, celui de comment, au niveau de la question confessionnelle, comment gérer ce qu'on peut appeler le problème alawite. Alawite parce que la minorité alawite de laquelle est issu Bachar al-Assad peut avoir des craintes, des peurs de vengeance, comment les choses vont se poser à ce niveau. Ça va être un grand défi d'un côté. De l'autre, il y a la question kurde. Aujourd'hui, les forces kurdes contrôlent 20% à peu près du territoire syrien, épaulé par les forces américaines sur place à l'est et dans le nord-est. Comment cela va être géré aussi? Quel projet politique pour la Syrie, décentralisé, fédéral ou pas? Est-ce que les Américains sous Trump vont se retirer, accepter un accord avec les Turcs, avec qui en Syrie? Il va y avoir beaucoup de questions. Et puis, il faut rappeler qu'il y a un territoire syrien occupé par Israël, le Golan. C'est un territoire qui a été pris par les Israéliens en 1967. Et depuis, le régime Assad, qui est en place depuis 70, n'a jamais tiré une balle pour essayer de le libérer, contrairement à la propagande et tout ce qui a été répété par les récits du régime. Il y a eu juste la guerre de 73, à partir de laquelle l'armistice a été conclu jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de questions par rapport au territoire syrien lui-même. Maintenant, au niveau des acteurs régionaux, l'Irak et la Jordanie observent la situation puisqu'il y a des frontières avec la Syrie, surtout du côté irakien, où une instabilité permanente en Syrie a mené dans le temps à plus de déstabilisation en Irak et vice-versa, que aussi à partir de 2003, c'était dans le sens inverse. Le Liban, fragile par sa crise économique, par la guerre israélienne, par les divisions et les clivages internes, et par la présence de plus d'un million et demi de réfugiés syriens et palestiniens de Syrie, observe également avec beaucoup à la fois d'espoir, mais d'inquiétude la suite de ce qui va se passer en Syrie. Et il y a un acteur qui profite pour le moment, on va voir après comment les choses vont évoluer également, c'est la Turquie. La Turquie devient aujourd'hui l'acteur le plus puissant en Syrie à travers ses alliés, mais aussi à travers un contrôle ou une influence, disons, territoriale importante. Et il y a un aspect démographique qui joue en faveur de la Turquie. La Turquie a sur ces territoires 3 millions et demi de réfugiés syriens. Est-ce qu'ils vont être poussés à rentrer en les envoyant en Syrie? Est-ce que les Turcs vont négocier avec les Européens des aides économiques importantes pour reconstruire l'infrastructure et les maisons, les bâtiments, tout ce qui est nécessaire en Syrie, et de dire aux Européens que en échange, il ne va plus avoir de vagues de migrants vers l'Europe. Puis il y a la question kurde que la Turquie observe aussi avec inquiétude, mais maintenant avec plus de possibilités de pression sur les Kurdes syriens. Et il y a deux perdants qui sont l'Iran et la Russie. La Russie, pour le moment, essaye de négocier la continuité de la présence de sa base maritime, qui est la seule d'ailleurs sur le littoral syrien, qui est la seule en Méditerranée. Et ça, c'est très stratégique pour les Russes. Il paraît qu'ils ont obtenu comme des garanties que cette affaire-là ne va pas être menacée pour le moment, ce qui les a aussi encouragés à euh, abandonner ou à accepter le fait accompli de la chute d'Assad. Les Iraniens, c'est plus compliqué parce que l'Iran comptait sur la Syrie comme une tête de pont vers le Liban, vers son allié libanais, le Hezbollah.
il y avait cet axe qui va de Téhéran via Bagdad jusqu'à Damas et puis jusqu'à Beyrouth, qui est maintenant, qui a été rompu avec la chute d'Assad. Donc les Iraniens doivent faire face à un nouveau Moyen-Orient. Ils doivent négocier avec les Américains sur les sanctions, sur leur programme nucléaire. Ils doivent aussi voir si les Israéliens vont les attaquer en profitant de l'arrivée de Donald Trump ou pas. Donc l'Iran va essayer maintenant de se repositionner, de digérer tout ce qui s'est passé pour élaborer une nouvelle politique. Quant à Israël et la guerre à Gaza, je ne pense pas qu'il y a un effet direct parce que de toute façon, la Syrie n'était pas un acteur important s'agissant du conflit israélo-palestinien. Israël frappe régulièrement en Syrie ou frappait régulièrement en Syrie les bases de Hezbollah et des milices pro-iraniennes. Jamais le régime Assad, bien qu'il ait doté du système de défense antiaérien russe S-400, il ne l'a jamais utilisé contre l'aviation israélienne. Il pensait pouvoir affaiblir les Iraniens, avoir les Russes de leur côté, puis montrer aux Israéliens qu'il n'est pas hostile, en espérant négocier avec les Américains, avec les Émiriens et les Saoudiens pour survivre. Maintenant, il n'est plus là. Les Israéliens, de toute façon, continuent leur génocide à Gaza. Leur priorité en 2025, c'est la Cisjordanie et essayer de l'annexer. Et la Syrie, encore une fois, n'était pas influente et ne le sera pas par rapport à ce dossier et par rapport à cette lutte palestinienne qui se poursuit. Mais certainement, comment la suite va s'imposer en Syrie, si le pays va rester unifié dans sa géographie, s'il ne va pas aller vers plus de violence ou si la transition va être un succès, tout cela aura des conséquences au Liban, en Irak et en Jordanie surtout, beaucoup plus qu'en Turquie, qui est un acteur assez puissant, ou en Israël, qui a sa propre logique plutôt visant les Palestiniens et l'existence même des Palestiniens et profitant des complicités américaines et occidentales que nous connaissons. Eh bien, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup, Ziad, pour toutes ces explications. Merci à toi et à Regard.